Dieu qui a accordé encore un âge de plus à Belgodor Mutombo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Nous sommes en direct débat pour la nation avec Grammy Clégrand. Je suis avec Maître Laurent Ochumbe, également Maître Richard Mpinda va nous rejoindre. Maître Laurent Ochumbe de l'ECD, secrétaire national. C'est vrai qu'ils sont en deuil, ils sont en deuil. Nous présentons nos condoléances à la grande famille de l'ECD. Maman Charlotte Massiala nous a laissé, nous a quitté, en tout cas paix à son âme. Nous allons parler, comme biscuit de l'émission, de cette situation qui se passe au niveau de l'Ukraine, la guerre au niveau de l'Ukraine, la Russie qui a attaqué depuis hier matin l'Ukraine. Jusqu'à présent, les attaques se poursuivent, bien que l'intervention de plusieurs nations. Biden a parlé, il y a également l'Union africaine même a parlé, Moussa Faki et Macky Sall ont également pondu un communiqué pour appeler les deux nations à cesser les feux. Il y a également Emmanuel Macron. Plusieurs nations s'expriment, sauf la RDC. Pourquoi cette polémique? Les gens veulent à ce que la RDC s'exprime. La RDC va dire quoi? Mais c'est entre les nations. Je pense que ne fût-ce un message de soutien, la RDC les fera. Nous allons parler également de l'actualité politique interne. L'élection du gouverneur reportée pour les 6 mai prochain, une certaine tension au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce que présage ces tensions, ou bien qu'est-ce qu'on pourrait expliquer à la population comme contenu de ces reports? Est-ce lié suite aux tensions qui se passent actuellement au sein de l'Union sacrée? On va échanger également. Il y a Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou qui ont écrit à Antonio Guterres pour exiger, soit solliciter une mission des bons offices de la part de cette organisation des Nations Unies pour l'organisation des élections crédibles dans les délais. Nous allons parler de tout ça, et sans oublier les 10e sommets, accord cadre d'Addis Abeba qui se tient ici en République démocratique du Congo. Les présidents étaient là. Il y a le président Félix Antoine Tshisekedi qui prend maintenant les commandes au niveau de cet accord cadre d'Addis Abeba. Nous allons parler avec nos invités. Alors, Maître Laurent Ochumbe de l'ECD, comment vous allez et comment se portent les partis, bien que vous êtes endeuillé? Non, vous l'aviez souligné, Gramik, donc le parti a subi une perte énorme. Nous avions perdu une grande dame qui, vous le savez, a été députée nationale en remplacement de l'honorable Martin Fayoulou, qui, pour des raisons de compatibilité, n'a pas brigué son mandat à l'Assemblée nationale. Et je souhaite donc mes sincères condoléances à lui-même, le président élu Martin Fayoulou, à toute la famille ECD et à la grande famille Lamouka. Nous sommes vraiment en deuil, mais parce que l'obligation de communiquer nous impose. Voilà pourquoi, comme ça a toujours été un plaisir d'échanger avec vous, voilà pourquoi nous sommes là. Et donc merci pour l'invitation une fois de plus. Maître Laurent Ochumbe, oui, c'est vrai, à part ça, vous êtes en deuil, mais quelle est l'actualité politique actuellement au sein de Lamouka? Vous vous préparez pour l'élection du gouverneur ou comment? La Mouka ne se prépare pas pour les élections de gouverneur. Je vous ai toujours rappelé plus d'une fois ici que lorsque les résultats des élections législatives nationales et provinciales ont été proclamés, les groupes de Nanga ont choisi ceux qui devraient siéger. Et que donc, comme un coup d'ir a été porté à notre parti, ils ont choisi ce qu'ils ont voulu. Alors, ayant été volontairement minorisé, alors que nous avions une écrasante majorité dans toutes les assemblées provinciales et même à l'Assemblée nationale, nous ne devons pas faire le jeu de l'ironie, c'est-à-dire de présenter des candidats gouverneurs, alors que nous savons que nous n'avons pas aujourd'hui les députés provinciaux nécessaires pour nous donner le mandat à la tête de l'exécutif provincial. Et donc, nous avons toujours milité pour la légitimité des acteurs qui gèrent la nation. Alors, vous imaginez un gouverneur Lamouka qui n'a que des députés, il n'a pas la légitimité nécessaire pour impacter la bonne gestion. Donc nous ne sommes pas partants pour ces élections. D'ailleurs, dont la CENI ne dispose jusque-là pas de moyens, il n'y a que des reports en violation flagrante des dispositions légales en la matière, parce que vous savez, quand la province est vacante, c'est-à-dire il n'y a pas un gouverneur à la tête d'une province, il y a un délai établi par la loi pour l'organisation de ces élections, mais comme nous sommes dans un régime qui est habitué à violer allègrement les lois, nous les observons.
Merci beaucoup Laurent Ochumbe. Alors nous allons prendre les biscuits de l'émission. Nous prenons la guerre au niveau de l'Ukraine, la Russie qui attaque l'Ukraine. Alors Laurent Ochumbe, tant que je reste, parce que si je vous ai fait appel pour essayer d'analyser cette situation, c'est ça l'actualité internationale, tout le monde en parle, c'est vrai que c'est distant de nous, mais nous sommes des concitoyens du monde, le monde est un village planétaire. Quelle est votre lecture? J'ai suivi beaucoup d'analyses sur ça. Il y a des juristes qui estiment que où serait la place du droit international? Non, ceux qui se posent cette question, je pense qu'ils ont aujourd'hui tort. Parce que vous savez, tout celui qui a étudié le droit international, c'est d'abord que c'est un droit fondé sur les rapports de force. Même aujourd'hui que nous avons les Nations Unies, n'oubliez pas que la charte des Nations Unies a été rédigée, a été impactée par les 5 pays permanents. Ces 5 pays-là qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Vous le savez, ce sont ces pays-là qui disposent d'ailleurs aujourd'hui de ce qu'on appelle le droit de veto. C'est-à-dire, s'il y a n'importe quelle décision qui veut être prise au niveau du Conseil de sécurité, si un des pays membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité oppose son veto, peu importe la pertinence de la démarche, la décision ne sera pas votée. Et que donc, ces puissances, ce n'est pas parce qu'ils sont plus États que les autres, mais c'est parce qu'ils sont forts que les autres pays, ils disposent de l'arme nucléaire, il faut le dire les choses clairement, et que donc ils ont une puissance telle qu'un autre pays ne peut pas, n'est-ce pas, prendre son courage de les attaquer. Donc il faut d'abord aller sur ce principe que le droit international, c'est un rapport de force, les pays les plus forts qui imposent aux pays faibles une logique à suivre. Et quand bien même ils ont adopté des règles, notamment la Charte des Nations Unies, si leurs intérêts sont menacés, à tout moment, ils brisent inviolablement ces règles. C'est comme ça que vous aviez vu les États-Unis à l'époque attaquer l'Irak sous prétexte qu'il y avait des armes chimiques qu'on n'a jamais retrouvées jusqu'à présent et aucun État n'a pris de sanctions contre les États-Unis d'Amérique. C'est ces rapports-là qu'aujourd'hui la Russie, n'oubliez pas qu'à l'époque George Bush père avait rassuré, à l'époque c'était le président Gorbatchev au niveau de la Russie, que tous les pays qui étaient membres de l'ex-URSS, aucun ne va adhérer à l'OTAN. Et on a brisé cette logique-là. Il y a beaucoup de pays, la Pologne et consorts, qui ont adhéré à l'OTAN. Donc, pour la Russie, qui a une puissance nucléaire énorme, qui est un pays membre, un pays permanent au niveau du Conseil de sécurité, qui dispose de droit de veto, il se rend compte que les démarches diplomatiques tendent à faire adhérer l'Ukraine non seulement à l'Union européenne, mais également à l'OTAN. Alors, s'approcher dangereusement de ces frontières, il estime d'abord que c'est une trahison. C'est pourquoi les analystes les plus objectifs pensent que la Russie aujourd'hui réagit face à une provocation. Parce qu'un engagement qui a été pris, qu'on ne s'attaquera pas, on ne va pas faire adhérer ces pays-là à l'OTAN, mais on les fait adhérer. Alors, quelle est la réaction logique? Quand bien même, en tant que citoyen du monde, nous n'avons jamais souhaité qu'un pays attaque un autre. Mais s'il faut aller sur le plan de principe, je crois que la Russie est plutôt dans une position défensive. Mais pourquoi la Russie veut toujours récupérer l'Ukraine? Il y a une des provinces de l'Ukraine, la Crimée, qui est déjà récupérée, annexée par la Russie. Non, mais je crois qu'il faut suivre le discours du président Poutine. Il n'a jamais revendiqué de prendre l'Ukraine. Il a donné ses raisons. Il a demandé à ce que la diplomatie travaille pour qu'il y ait des accords qui soient signés par l'Union européenne, par les États-Unis, qui est le parrain aujourd'hui de l'Europe, que l'Ukraine ne va jamais adhérer à l'OTAN. C'est dont les Occidentaux ont refusé. Il y a certains pays français, dont Macron, qui étaient un peu logiques dans cette démarche, à vouloir signer une décision dans le sens que présentement, le rendez-vous de l'histoire n'imposera pas l'Ukraine à adhérer à l'OTAN, mais que les États-Unis ont catégoriquement refusé de formaliser cette position-là. Et face à cet ébranglio, je pense qu'au regard des tergiversations, beaucoup de diplomates occidentaux ont dit clairement dans les médias que d'ailleurs, après les provocations de Poutine, il faut accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, Poutine, en toute logique, a estimé que s'il abandonne la voie de la violence, il va être supplié que dans 2, 3, 6 mois,
on fait adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Et quand on a fait adhérer à l'OTAN, et donc toute provocation, ça sera la puissance commune de l'OTAN qui va défendre l'Ukraine. Je crois que c'est face à cette situation qu'il a pris le devant. Pas pour annexer l'Ukraine à l'OTAN, mais pour neutraliser, comme il a dit. Il n'a pas un problème particulier avec la population ukrainienne, mais il veut tout simplement que ce qu'il considère comme une puissance rivale, l'Union européenne et les États-Unis, s'approchent de ces frontières. Et pour moi, c'est en toute légitimité que cette démarche s'est faite, bien qu'il faut déplorer qu'à la fin de compte, c'est la population civile qui va en pâtir. Exactement, c'est ça. Parce que n'oubliez pas aussi que le président ukrainien qui était là, c'était un président pro-Kremlin. Oui, exactement. Pro-russe. Pro-russe, oui, exactement. Alors, la Russie a toujours considéré l'éviction de ce président comme les manœuvres de puissances occidentales pour installer leur poulain avec ces élections qu'elle n'estime pas légitimes. Merci beaucoup, Maître Laurent Ochumbe, pour ces précisions. Alors, Maître Richard Mpinda, initiateur de Yabiso Mpinda, sa propre structure, également cadre au niveau de l'UDPS. Comment vous allez, Maître? Je veux bien, merci. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de nos téléspectateurs pour ce retard. Et aussi, je m'excuse, comment dire, aussi à l'égard de mon co-débatteur qui a commencé déjà à parler sans moi. Je suppose seulement qu'il n'a pas titillé mon camp. Et ce n'est que les biscuits on parle. Et aussi, à vous aussi, je présente des excuses pour ça. Maître Richard Mpinda, vous entrez directement, vous êtes également juriste. La population a besoin, même les étrangers, les Africains, les Européens vont nous suivre à travers les réseaux sociaux. Peter Siani, RDC, chaîne YouTube. Quelle est votre expertise? Il y a une polémique, on dit les États-Unis, soit le monde entier, sanctionnent la Russie, mais laisse Poutine. Pourquoi ne pas sanctionner directement Poutine, mais on sanctionne la Russie? Je voudrais ici, mon co-débatteur a évoqué beaucoup de principes qui régissent les sujets du droit international. C'est-à-dire que c'est un rapport de force. Il n'y a pas de relation d'amis, il n'y a pas de relation plutôt des relations émotionnelles, il n'y a que des relations d'intérêt. Et aussi, je le dis, de manière la plus laconique possible, nous devons retenir de la situation aujourd'hui. En fait, la réalité, c'est que c'est la guerre entre les États-Unis et la Russie. C'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Exactement. Et nous avons même connu cette guerre ici chez nous. À un moment donné, nous avons vu la Chine avec la République démocratique du Congo pour des questions de minerais, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Tout ça, nous savons que nous avons pour allié, ou l'allié de taille de la République démocratique du Congo, c'était les États-Unis, ou que c'est les États-Unis. Alors, je voudrais revenir de manière laconique, je disais tout à l'heure, pour arriver à comprendre ce qui se passe là. En fait, voilà ce qu'il y a. Les Américains ont l'habitude de diriger le monde à leur guise, c'est-à-dire qu'ils peuvent, quand j'ai dit les Américains, les Français, tout ce que vous voulez, vous avez le cas du Mali par exemple, vous avez le cas de la République centrafricaine, vous avez Madagascar et consorts, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils imposent leurs lois. À un moment donné, aujourd'hui, les Russes se disent, pas aujourd'hui, ça a commencé un bon bout de temps, se disent que, il faut mettre fin à ça. Nous aussi, nous voulons avoir des territoires que nous contrôlons. Nous prenons le cas du Mali. Aujourd'hui, le régime malien actuel fait allégeance à la Russie. Vous avez aussi le cas de la République centrafricaine, ainsi de suite, tout ça. Alors, cette situation voudrait que ça a été beaucoup plus explicité par mon estimé confrère, en disant tout simplement que la Russie voudrait, pour s'assurer sa sécurité, et récupérer les territoires qui d'hier appartenaient à l'Union soviétique. Voilà. En fait, il est dans cette conquête-là. Il est dans cette conquête-là, et à un moment donné, les autres, puisqu'il n'a pas évoqué cet aspect-là, à un moment donné, les États-Unis d'Amérique ont voulu construire une base militaire sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire, ça aurait été une menace permanente à l'égard de la Russie. Alors, compte tenu de cet aspect des choses, et encore un autre élément qui a été évoqué ici, tel qu'on voudrait faire adhérer le plus vite que possible l'Ukraine à l'OTAN pour lui assurer une certaine sécurité. Mais à ces jours, c'est devenu compliqué et impossible, puisque ce matin déjà, j'entends dire le président ukrainien qu'il serait disposé à dialoguer avec, éventuellement, parce qu'il estime où on en est arrivé, c'est son pouvoir qu'il va perdre. Alors, je voudrais ici rassurer l'opinion. Certains se posent la question de savoir
si ce n'est pas une porte ouverte à la Troisième Guerre mondiale. Exactement. Non, ne rêvons pas. Puisque si aujourd'hui on avait la Troisième Guerre mondiale, soyez-en sûrs et certains que ce sont ces pays-là, les puissances du monde, qui vont en pâtir. Pourquoi? Parce que ce sont les pays qui auront beaucoup à perdre et ce sont les pays étant beaucoup plus développés. Et si l'on devait s'entretuer entre eux, ça ne tiendrait pas. Vous savez, il y a un adage banal qui dit que les loups ne se dévorent pas entre eux. C'est ça même la question. Voilà, les loups ne se dévorent pas entre eux. Il a évoqué autrement. Apparemment, c'est un jeu entre les grandes puissances. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, vous me cédez ceci, si vous ne le faites pas, je le prends par force. Nous avons vu cela avec l'Irak, nous l'avons vu avec la Libye, c'était la France qui prenait les devants pour aller, ainsi l'Afghanistan, ainsi de suite. Tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes... En fait, ici, une observation, l'attention que je voudrais aussi attirer à l'opinion. Vous avez parlé de la mondialisation. Tout ce que nous voyons ici met en brèche la mondialisation. La mondialisation voudrait tout simplement impliquer le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui doit diriger, imposer des règles qui doivent être observées par tous. Mais lorsque vous constatez, vous faites une analyse objective, comme il a été dit par mon estimé confrère, d'ailleurs j'ai tendance à les citer, alors c'est comme je le disais, qu'un nouvel ordre mondial, vous avez les autres qui viennent de part et d'autre, mais vous vous rendez compte que nous sommes retournés à l'époque de la guerre froide, où vous avez deux camps qui se battent, qui, comment dire, cherchent à conquérir le monde et avoir le contrôle effectif du monde. Donc je pense qu'à ces jours, l'opinion peut se rassurer que la guerre mondiale, c'est pas pour aujourd'hui. Alors, mais il ne faut pas non plus oublier une chose, que la Russie s'était bien préparée. Après la Crimée, après la Géorgie, voilà, la Crimée, exactement, la Russie s'était suffisamment préparée. Et aujourd'hui, il n'y va pas au hasard. Donc les sanctions que nous pouvons entendre, ça et là, ainsi de suite, tout ça, vous allez vous entendre dans les jours qui viennent, à un moment donné, la Russie va fermer les pompes de gaz, tout ça, ainsi de suite. Et puis les autres vont se retrouver dans le froid, ça serait pas intéressant. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Alors, Laurent Tchumbe, les Africains s'inquiètent également sur une autre question. Est-ce pas une autre conférence de Berlin bis? Les grandes puissances veulent se départager les petites puissances? Mais après pratiquement 50 ans, plus de 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, je crois que les choses ont évolué suffisamment. Vous savez que nous venons de vivre plus de 3 décennies où le monde est unipolaire, c'est-à-dire dominé par une seule puissance. Et que donc, avec l'avènement de Poutine à la tête de la Fédération de Russie, je crois qu'il a vécu très mal cette situation, lui qui est un agent de renseignement. Je crois qu'il a tendance à briser cet ordre mondial qui consiste à ce que les États-Unis créent des zones d'influence. Des zones d'influence où ce sont eux qui placent leurs chefs d'État, même si les élections se sont faites de telle manière, si tel n'est pas en osmose avec eux, ils cherchent à te tuer, à te remplacer, consort. Je crois que nous sommes en train effectivement de vivre la quête de la bipolarité du monde. C'est comme ça que les camps de ceux qui ne veulent pas un monde unipolaire, vous voyez la Chine être très proche de la Russie à ce moment-ci. Ce sont deux puissances importantes sur le plan international qui ne veulent pas l'unipolarité du monde actuellement. Je crois qu'ils sont dans cette démarche-là. Et c'est une démarche qui évolue vraiment. Ils ont commencé par les dogmes. Ils ont mis des principes et ils commencent à les exécuter. Aujourd'hui, vous aviez suivi le Premier ministre du Mali lors de son allocution. Il dit que le Mali n'est plus dans les zones d'influence de qui que ce soit. Nous sommes libres. Nous devons discuter avec n'importe quel pays que nous voulons, que personne ne dise que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Je crois que cet entêtement provient de certaines puissances qui les rassurent que désormais, il faut vous sentir un peu libre. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Parce que si, particulièrement notre pays, qui doit regarder cette situation avec beaucoup d'attention, et nous sommes beaucoup bloqués parce qu'il y a des gens qui profitent du désordre chez nous. Lorsqu'il y a l'instabilité politique, lorsqu'il y a la guerre à l'Est, il y a des gens qui en profitent sérieusement et c'est au détriment des Congolais. Alors donc, l'Afrique a tout intérêt à regarder cette situation avec beaucoup d'attention parce que son achèvement va déterminer beaucoup de reconditionnements et de redimensionnements de l'ordre international et ça peut apporter tant bien que mal une certaine indépendance politique que nous avons toujours rêvé parce qu'il ne faut pas oublier, on est un homme d'État, mais il faut le dire clairement, les présidents africains n'ont jamais été libres de dire ce qu'ils veulent dire ou de faire ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent avoir un programme, mais quand ces Occidentaux viennent, ils vous disent non, ça ce n'est pas la priorité. Alors que la priorité, c'est le président qui est élu, qui connaît les priorités, qui connaît les contrats qu'il a proposés à la population pour qu'il soit élevé à la tête du pays. Mais il viendra vous dire non.
ça ce n'est pas la priorité, il faut faire ceci. Ça ce n'est pas la priorité, il faut faire ceci. Vous avez vu avec les codes miniers, je n'ai jamais été d'accord avec la gouvernance Kabila, mais lorsqu'il a pris son courage pour promulguer l'actuel code minier, vous avez vu, vous êtes journaliste d'investigation, combien il a été victime des multinationales et même des pays bien identifiés qui l'ont clairement menacé si jamais il osait promulguer cette loi et qu'il a pris son courage pour. Donc il faut comprendre aujourd'hui que cette guerre, son achèvement va changer beaucoup de choses dans le monde. Ouais. Merci beaucoup Laurent Tchoumbé. Alors je prends Maître Richard Mpinda. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que ces sanctions économiques suffisent? Il pourrait y avoir d'autres sanctions parce que là c'est à mort d'homme, plusieurs civils tués, on parle déjà de plus d'une centaine. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres sanctions, pour des sanctions très efficaces, contraignantes pour... C'est tout ce qu'ils ont. Malheureusement, c'est tout ce qu'ils ont. Je voudrais rebondir sur deux points qui ont été énoncés ici par mon co-débatteur. Le premier, c'est que nous devrions d'abord considérer que la République démocratique du Congo ne peut, ou que si la République démocratique du Congo devait se retrouver encore en l'instar des résolutions qui ont été prises lors de la conférence de Berlin, il faille à ce que nous puissions retenir une chose, que l'État congolais est déjà né depuis 1885, tout simplement parce que l'État congolais, le seul d'ailleurs des États africains qui a pris part à la conférence de Berlin en tant qu'État. C'est-à-dire que nous n'allons pas discuter avec tout le monde pour revoir sans recevoir préalablement le consentement de nos peuples, ainsi de suite, tout ça. C'est-à-dire que l'UE et l'UA pouvaient se retrouver et prendre des résolutions, revenir à charge. Je me réjouis de l'attitude qui a été celui de chef d'État africain, en particulier celui du président Tshisekedi, tout simplement parce qu'il n'a pas pris part, il n'a pas été, il a délégué. Puisque lorsqu'on délègue tel quel, la personne qui y va n'apposerait pas la ceinture n'importe comment. Donc je me réjouis aussi du mécontentement de Paul Kagame, qui n'a même pas été représenté. Ce qui démontre à suffisance que les plans de la balkanisation qui a toujours été préparé en faveur du Rwanda, aujourd'hui ne trouvent pas un écho favorable en République démocratique du Congo. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il évoque la question du code minier dont il se réjouit, la question que nous devrions nous poser est celle de savoir, oui, le code minier, mais quels sont les nombres de mines ou le mines qui devaient appartenir à l'État qui ont été laissés entre les mains de la République. Je pense que c'était de la poudre aux yeux qui nous a été vendu, si vous voulez bien, par Joseph Kabila, en nous donnant un code minier théoriquement qui peut être profitable à la population, mais sur le plan pratique, si vous voulez bien, les mines ne nous appartenaient plus, étaient, appartenant aux personnes avec qui ils étaient en affaires. Et ici, vous allez vous rendre compte, nous avons par exemple le cas de Dan Gettler, vous avez les cas de Sengamine, je crois, vous avez aujourd'hui, par exemple, à l'époque, Glencore, ainsi de suite, tout ça. D'ailleurs, avant que lorsque Kabila accède au pouvoir, il a trouvé, je crois, 242 mines, et après son départ, nous n'en avons que 22 mines. Ce qui démontre à suffisance, tout a été bradé, mise. En fait, c'est l'économie de la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui sous contrôle de l'Occident. Je voudrais chuter. Je voudrais chuter en disant tout simplement que, vous savez, nous en tant que peuple, nous en tant que peuple de l'Afrique et particulièrement ceux de la République démocratique du Congo, nous devons chaque fois avoir de manière permanente dans nos esprits que c'est nous qui devrions en principe diriger ceux qui nous dirigent. Certes, est vrai que l'influence occidentale compte énormément dans l'échiquier politique des États africains. Lorsque les chefs d'État africains accèdent au pouvoir, ils doivent d'abord répondre à ceux qui les ont placés. Mais il ne faut pas oublier une chose, que ce soit les États africains, que ce soit les États occidentaux, ils ont peur de l'organisation. Et lorsque les populations s'organisent réellement, ils arrivent à satisfaire les leurs. Vous savez, excusez-moi, il a pris beaucoup de temps, il est venu avant moi. Donc quand vous faites ça, il a l'impression de vous subissez votre retard, j'ai subi mon retard, j'ai fait avec. Alors je voudrais encore dire une chose. Vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, vous savez, lorsqu'il y a une imposition, une pression internationale, le seul soubassement ou les seules excuses que les présidents africains ont ou peuvent avoir par devers eux pour ne pas exécuter cette pression-là, c'est la population. Je vous prends deux cas. Je vous prends le cas de construction de logements sociaux ici avec le Rwanda.
que nous avons tous déploré. Ça produit des effets. C'est-à-dire que si, je dis bien au conditionnel, si le président Tshisekedi avait consenti, c'est-à-dire que la population, la réaction de la population a permis à ce qu'il puisse se retirer. C'est-à-dire que le rôle de la population joue énormément. Je peux vous prendre encore le cas de Minembwe. Okay? Les uns vous diront... la situation elle est stagnante, ainsi de suite. Il y avait déjà même un décret. Et ça va de soi. Il y avait déjà un décret qui existait, qui avait été obtenu de manière frauduleuse et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais aujourd'hui, les choses sont restées telles quelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la population doit prendre conscience. C'est-à-dire que pour que le Congo évolue, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas non plus ceux qui sont dans l'opposition. Éventuellement, la population a un rôle à jouer et la population doit éventuellement faire... Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Là, nous entrons maintenant dans notre actualité. L'actualité interne, on parle d'élection de gouverneur, un report pour les 6 mai, plusieurs reports. C'était prévu pour le mois de décembre et janvier, avril. Maintenant, là, c'est mai. Laurent Tchoumbé, la CENI dit qu'il faut de l'inclusivité. À part ça, il y a les retards de financement. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous pensez que ces deux raisons sont valables ou bien c'est la tension au sein de l'Union sacrée parce qu'il y a les tickets proposés par la coordination de l'Union sacrée qui aurait fait fâcher plusieurs membres de l'Union sacrée? Gramic, le grand, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi parce que la question de minerai m'intéresse sérieusement. Exactement. Et Tshisekedi ne pouvait pas aujourd'hui plairer. Je crois qu'il faut capitaliser ce que nous avons comme actifs. Si nos minéraux ont été bradés, on nous a chanté une chanson il n'y a pas très longtemps qu'on devait revisiter ces contrats-là. Qu'est-ce qui bloque? Il a mis un task force. C'est déjà en cours, non? Non. Oh non. C'est un état de dormance. Vous avez vu la guerre entre les directeurs de cabinet de M. Tshisekedi avec le ministre des Finances. Exactement. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Et il faut attendre la fin de son mandat, quoi qu'il est légitime, pour faire quoi? Donc je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est vrai, de revisiter ces contrats-là. Parce que même si ces contrats appartiennent, les jugements appartiennent aux étrangers, considérons-les comme des investisseurs. Et nous avons tiré des dividendes sur la fiscalité. Pourquoi nous devons planifier? Mais aussi, une autre chose. Mais il ne faut pas nous focaliser à sédentariser ces minéraux que nous avions déjà depuis longtemps. Il faut explorer. Nous sommes assis partout, il y a des minéraux. Mais parce qu'on n'a pas fait des efforts pour explorer, on va découvrir d'autres mines et que l'État pourra faire son travail. Je crois qu'il a été démontré depuis l'indépendance que l'État congolais est un mauvais investisseur. Parce que toutes les grandes sociétés de l'État sont aujourd'hui pratiquement en faillite. Et que donc l'État devait tout simplement faciliter les cabinets, les capitaux privés, et que nous devons tout simplement nous contacter à tant qu'État de retomber de l'emploi et de la fiscalité. Donc, pleurnicher, dire qu'on a bradé, qu'on sort, ça ce n'est pas une bonne... On ne peut pas reposer la gouvernance sur les gestes du passé, mais sur les réformes qu'on doit faire pour le bonheur du peuple congolais. L'élection, alors, vous parlez de la CENI. Déjà, vous savez que le processus de la mise en œuvre du bureau actuel, c'est un processus frauduleux. Et que donc, l'actuel bureau est totalement dans une phase agonisante. Parce qu'ils n'ont pas confiance d'abord à ce qu'il fait, étant entendu qu'ils sont l'issue d'un processus bâclé. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le pouvoir en place, c'est que Kadima ne va pas réellement organiser, notamment les élections de 2023, il se pose beaucoup de questions. Vous voyez, avec la surfacturation spectaculaire qu'on venait d'avoir, où les véhicules, on suppose, les prix les plus élevés au marché, mais ils surfacturent à 40-50%. Un bureau comme celui-là... Nicolas Casadia, mais là, oui, mais il n'y a pas une contradiction formelle. D'un revers de main, toutes pas de revers de la main, il se cache derrière l'indépendance de la CENI. Voyez-vous, c'est tout ça qu'ils ont répondu. Nous sommes une commission électorale indépendante. Comme s'ils ont un droit de vie et de mort sur les finances publiques de l'État. Non. Ils doivent être contrôlés. On ne peut pas dire parce qu'on est indépendant, on ne les contrôle pas. L'indépendance ne veut pas dire faire tout ce que l'on veut sans aucun contrôle. Et je pense que Kadima est totalement conscient qu'il est sur une chaise éjectable parce que la population, dans son entièreté, ne veut pas de lui. Voilà pourquoi, notamment, il traîne les pas parce que s'il continue avec ses opérations, je crois que quand nous allons récupérer le pouvoir en 2024, c'est la prison qui l'attend. Ça, c'est de un. De deux, il a décrié, c'était dans un milieu public. Il n'y a pas d'argent. Au fait, l'argent que claironne le pouvoir en place, c'est les chiffres pharaoniques qu'ils s'imaginent. Les montants éléphantiques qu'ils nous font miroiter. Mais c'est l'argent qu'on a donné avec beaucoup de conditionnalités. Mais ce n'est pas
les efforts nationaux qui ont produit de l'argent. Je vous ai dit ici que les dirigeants africains ne sont pas indépendants financièrement. Donc la RDC n'a pas de main libre pour gérer cet argent. Mais justement parce que la communauté internationale a compris que le processus électoral, tel qu'il est tenté d'être orienté par l'équipe Kadima, qui a été frauduleusement installée, n'augure pas la paix dans ces pays. C'est pour cette raison, sûrement, qu'ils ont bloqué le financement. Encore que le financement en question, il n'y en a pas. Et donc, aujourd'hui, l'Union sacrée qui s'est constituée autour de la corruption, autour des postes, et non autour d'une vision, se divise. Là-bas, ce sont des balles à tir réel qui se croisent, des échanges épistolaires, matin, midi fois, ce sont des injures croisées. Donc, tout mouvement qui est constitué, un mouvement politique, qui est constitué non sur base d'une vision, d'une idéologie, d'une parenté spirituelle politique, ne peut que se solder à un fiasco spectaculaire tel que nous sommes en train de voir l'Union sacrée se conduire vers le cimetière aujourd'hui. Alors, Richard Mpinda, beaucoup de problèmes tout autour de cette élection de gouverneur. Il y a l'Union sacrée qui se divise. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec les tickets proposés par la coordination de l'Union sacrée ou non? Où on voit l'AFDC avec 6 postes, l'UDPS 5, l'UNC, je pense, un seul poste, ensemble un seul, les MLC 2, vous êtes d'accord d'abord avec déjà, de prime abord, il faille revenir sur certains points qui ont été soulevés par mon co-débatteur lorsqu'il parle, par exemple, du code minier, des réformes qui vont avec. L'État congolais est réputé. Il ne donne même pas de garantie pour dire que lorsqu'il accède au pouvoir, il pourrait améliorer cette image-là. Il dit, bah écoute, mauvais investisseur, mauvais gestionnaire et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Je les lui concède parce qu'il se retrouve dans ça. Mais moi, je pense qu'il y a eu à un moment donné, dans les têtes des entreprises publiques de l'État, même au niveau de la magistrature suprême, de gens qui avaient un cœur tourné vers autre chose que les bien-être des Congolais ou la bonne gestion de la République. Alors, j'en viens à cette question qui, à un moment donné, il est avocat. Un des avocats de l'autre bord, c'est-à-dire de l'opposition, qui a mon estime, ma considération et mon respect. Allons-y. Ce qui voudrait tout simplement dire ceci, que Maître Laurent Ochumbe, lorsqu'il aurait constaté des irrégularités dans la désignation, le comportement sur lequel il le sait, nous avons un adage qui dit chez nous, apportez-moi des faits et moi je vous apporterai le droit. Et par voie des conséquences, il pouvait aller voir la justice. Pas la justice, il va conseiller Martin Fayoulou, conseiller à Martin Fayoulou d'initier une action pour attaquer cela. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une garantie. Lorsqu'on attaque, l'attaque judiciaire vient de l'opposition. L'opposition arrive à obtenir gain de cause, chose que nous ne connaissions pas dans ces pays. C'est-à-dire qu'ils pouvaient intenter faire quelque chose pour démontrer aux yeux on ne doit pas. En fait, c'est, comme on dit... que selon eux, la justice est instrumentalisée, la justice est entre les mains de votre régime. J'aurais souhaité, en fait, nous sommes... tous deux chevaliers du prétoire, c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans les méandres judiciaires, nous savons ce qui était hier, aujourd'hui ce qui en est, et la projection, nous pouvons aussi nous dire de ce qui en serait. Alors, à ces jours, s'il dit, il peut tenir tel ce qu'il veut comme discours, si je vais dans sa logique, je ne dis pas que c'est le cas, et que la justice ou l'appareil judiciaire aurait été ainsi sous notre régime, alors c'est une garantie. Parce qu'à ces jours, nous pouvons aller devant le cours des tribunaux, peu importe d'où vous venez. Il y a des faiblesses, ça il faut se le dire, mais au moins... Le président l'a reconnu également. Il ne faut pas que nécessairement que le président de la République le reconnaisse. Surtout nous qui sommes du jour le jour. D'ailleurs, j'ai, pendant que je vous parle ici, un client qui est interpellé à l'UPEN. Après ici, je dois me retrouver là-bas pour éventuellement chercher à résoudre ces problèmes-là. Ce qui démontre à suffisance qu'il y a des efforts qui sont fournis pour améliorer l'appareil judiciaire. L'élection de va avec. Alors, je voudrais... Vous êtes d'abord d'accord sur ça? Je voudrais... Mon avis ne compte pas. Oh. Tout à fait. Mais étant canaliste, la population a besoin de ça. Non, mon avis ne compte pas. De vos observations. Non, mon avis ne compte pas, il faut se le dire. C'est-à-dire que nous avons des forces en présence. C'est-à-dire que nous avons une majorité. Il y en a de ceux qui ont souhaité à ce que l'on puisse
une parenthèse, lorsque vous parlez des divisions, lorsque lui il parle de coups qui se donnent ça et là, ainsi de suite, ça moi j'ai dit tout simplement c'est un exercice auquel eux ne sont peut-être pas habitués. C'est-à-dire que c'est l'exercice de la démocratie. C'est-à-dire que vous avez une opinion à émettre, vous n'êtes pas d'accord avec, raison pour laquelle j'ai dit que mon opinion ne compte pas. Je n'ai pas de députés provinciaux que j'aligne derrière moi pour éventuellement... C'est les cas d'autres partis politiques qui veulent avoir 3, 4, 5 provinces sans toutefois représenter un poids politique. Ils vont être élus par qui? Ce sont des questions que nous devrions nous poser. Mais au nom de l'union sacrée, la solidarité au sein de la plateforme. Solidarité au sein de la plateforme, au nom de l'union sacrée, ainsi de suite, tout ça. Mais quel est le poids politique pour faire entendre votre voix? C'est ça, en fait, la politique. En politique, on n'y va pas parce qu'on fait partie d'un groupe. Non, pas du tout. On y va parce qu'on représente quelque chose. Vous voulez qu'un parti qui n'a pas de députés provinciaux puisse éventuellement accéder au gouvernorat. Mais qu'est-ce que l'on fait de ceux qui doivent réellement en jouir? C'est ça la légalité d'ailleurs. Mais comment expliquer qu'on semble à certains députés, mais se retrouve avec un seul poste? Combien de députés? À moi de vous poser des questions. Ben, merci. C'est une excuse que les journalistes ont pour éventuellement... Mais combien de députés a l'UDPS pour avoir 5 postes? L'UDPS, il faut considérer une chose. J'ai posé la question du poids politique. Ah d'accord. Ok. On peut ne pas avoir 5, 10, 20 députés provinciaux, ok, mais nous avons le poids qui va avec. C'est-à-dire que nous avons la présidence de la République, qui démontre à suffisance que on ne pâtisse pas avec ceux qui sont faibles. Nous représentons quelque chose et nous pensons qu'aujourd'hui aussi, l'AFDC en représente énormément. Nous avons d'ailleurs respecté sa place, c'est-à-dire que son poids politique. Je n'ai pas répondu je voudrais ici... Vous faites ça dans une minute. Maître Ochumbe. J'apprécie quand je suis en face. Allons-y. Maître Ochumbe, vous savez, la CENI, ok, le ministère des Finances. Lorsque le ministère des Finances vous dit qu'il y a de l'argent, il ne faut pas confondre les trésors publics avec le numéro de compte de la CENI. Donc il faille attendre que le gouvernement de la République qui dispose de l'argent, ok, dans ses comptes, puisse faire le virement dans le compte de la CENI. Lorsque la CENI va devant la presse et qu'il dit ou qu'elle dit que je n'ai pas de sous ou que je n'en ai pas encore jusqu'à présent, c'est tout à fait normal. Une façon de dire qu'on n'a encore rien versé dans mon compte. Nous avons suivi. Quelques temps après, elle a changé de langage pour dire qu'il y a un retard de financement. Tout à fait, ça va de soi. Parce que vous vous êtes rendu compte que lorsqu'il est passé pour... en fait, mettre sur la place publique ce qu'il y avait par rapport au financement, quelques temps après, le gouvernement a réagi. C'est-à-dire que l'argent était là. Okay? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, moi je vous rassure, si vous me faites confiance, vous pensez que je mériterai votre confiance, je vous rassure, chers estimés confrères et amis, il faut se le dire, ok, vous avez mon assurance, c'est-à-dire que l'argent, il y a, et nous allons financer les élections, et puis nous avons souhaité procéder de la même manière, c'est-à-dire que hier, si nous avons organisé les élections sur fonds propres, c'est-à-dire sur fonds de la République, nous allons refaire la même chose, réitérer le même exploit aujourd'hui. Excusez-moi. Vous chutez? Excusez-moi. Surfacturation. Vous chutez? Surfacturation. Exactement. Il est avocat, je le suis. Nous n'avons des armes que la loi de la République ou les lois de la République, ok. La question que nous devrions nous poser est celle de savoir, est-ce que le ministère des Finances est-il habilité de pouvoir contrôler la CENI? Non. Même pas l'IGF, par moment, quand on envoie l'IGF vers le ministère des Finances, ainsi de suite, tout ça. Et heureusement, avec beaucoup d'élégance, le président de la CENI a souhaité à ce que l'IGF soit là pour accompagner. Mais il ne faut pas oublier, la CENI est redevable au Parlement. La CENI peut se voir contrôlée par la Cour de compte. La République a prévu les mécanismes de contrôle et je pense que nous devons apprendre à respecter la loi. Si, au nom du populisme, mon ami Laurent Ochumbe, ok, ne sait plus voir ce que disent les lois de la République, mais ça c'est dangereux. Merci beaucoup. La question de la surfacturation... Je reviens à vous, Pinda, s'il vous plaît. Nous sommes en direct, 082 41 59 117, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. J'aimerais à ce que nous puissions interagir. Nous avions parlé de plusieurs sujets, la guerre au niveau de l'Ukraine,
reine, ainsi de suite, la CENI, l'élection de gouverneur. Vous avez également des opinions à émettre, des opinions très pertinentes. Écrivez-nous, nous allons interagir en direct. Monsieur Pinda doit avoir honte de raconter du n'importe quoi. Si Joseph Kabila avait tout vendu comme espace minéral, alors il peut nous dire quoi des camions de minerais que l'entourage du pouvoir se battent au Lualaba. Et je suis sûr que votre bilan sera Kabila n'a rien fait. Alors, je prends Maître Laurent Ochumbe. Nous parlons, est-ce le fait de reporter, ça ne discrédite pas la CENI aux yeux de la population, de l'opinion? Oh, ben la CENI est déjà discréditée. Oh. Vous savez, ça m'étonne beaucoup lorsque Maître Mpinda, pour soutenir l'Union sacrée, oublie même que M. Kazadi, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ne peut faire les choses que lorsqu'il aura bien dormi ce jour-là. M. Kazadi ne décaisse pas l'argent de l'État à faveur de la CENI par son bon vouloir. Nous sommes là, vous parlez des finances publiques. Les finances publiques ne se gèrent pas une certaine orthodoxie. Vous pensez que parce qu'il a mal dormi, il ne donne pas l'argent à la CENI, c'est son droit? Non. Quand un gouverneur n'est plus à la tête d'une province, il y a un délai imparti par la loi électorale. Et le gouvernement a l'obligation, sinon l'obligatoriété de décaisser l'argent pour que la CENI organise les élections dans ce délai-là. Et le délai, ce n'est pas le délai voulu par l'Union sacrée. Aujourd'hui, que la population congolaise considère M. Kadima avec son bureau comme le bureau électoral de l'Union sacrée, vous en êtes content? Alors, moi je pense, tous citoyens, même vous et moi, sommes libres de faire une alerte face à un projet de détournement des finances publiques. Donc il n'y a aucun texte qui dit que le ministre des Finances ne peut pas décrier un projet de détournement de finances publiques. Et il a dit, ce n'est pas pour il n'a pas dit qu'il a contrôlé la CENI, mais il a observé qu'il y a une tentative de détournement. Et en matière d'infraction, tout citoyen, j'ai dit bien tout citoyen, vous l'avez souligné plus d'une fois, vous êtes avocat comme moi, et c'est une notion élémentaire que vous maîtrisez depuis l'université, surtout que vous êtes réputé être technocrate. Alors, dans ce cas, vous savez que tout citoyen peut décrire la commission d'une infraction. Et la tentative de commettre une infraction a la même sanction que la commission de l'infraction. Donc vous n'allez pas aujourd'hui fustiger les comportements de votre frère de l'IDPS lorsqu'il décrit les comportements également du cousin du président de la République qu'il a mis à la CENI, qui a surfacturé l'achat de véhicules. Imaginez, 1,6 million de dollars pour le véhicule du bureau. Mes chers amis, est-ce qu'il est là pour le confort ou bien pour la paix des Congolais? Parce que les élections constituent un rendez-vous important pour la paix. Et la paix, c'est le prélude au développement de notre pays. Alors, il est là pour les dépenses de prestige. Quel est ce véhicule-là que Kadima n'a jamais roulé, qui va seulement en profiter avec les maigres moyens que nous avons pour un confort irrésistible, alors que nous attendons les élections crédibles. Donc aujourd'hui, la CENI n'a aucune crédibilité, surtout que j'ai parlé avant, que la légitimité, n'en parlons même pas, parce que c'est d'une façon cavalière que ce bureau a été mis à la tête de la CENI. C'est en violation de toutes les dispositions procédurales prévues par la loi unique, qui a été d'ailleurs votée par la fameuse Union sacrée de triste mémoire. Et présentement, les soucis que les Congolais ont, c'est celui, comme vous aviez souligné, la lettre que le président Elie a co-signé avec le président Adolphe Muzito, où nous voudrions qu'il y ait un consensus sur les réformes pour qu'on ait de vraies élections. Faire ce qu'ils font là, c'est de la pacotille et ça nous amènera nulle part. Merci beaucoup, Maître Laurent Ochumbe. Comme je disais, 082 41 59 117, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Richard Mpinda, ces reports profiteraient à qui? Ça profite à vous, les pouvoirs en place, ou bien à qui? Parce que on pourra avoir ces reports, des reports en report. On arrive en 2023, on dit que tiens, on attend seulement les élections de 2023 au lieu de faire encore les élections de gouvernement. Ben, écoutez, les reports profiteraient à la population, puisque la population attend ce qui est de bonnes élections. Ok. Si l'organe technique habilité à pouvoir organiser les élections estime que il faille telle ou telle question soit préalablement réglée avant d'y aller, bah écoutez, pourquoi pas? Je ne suis pas expert. La CENI a la responsabilité d'organiser les élections conséquentes pour permettre à ce que les Congolais puissent éventuellement ou de manière indirecte, que les rassemblements soient entendus pour l'amélioration du quotidien. Voilà. Je suis un peu perdu
Je suis très perdu d'ailleurs. Comment ça? Écoutez, lorsque mon estimé confrère parle de la légitimité, ok, mais il sait que la légitimité est couverte par la légalité et les questions de conflit de légalité sont réglées devant les cours et tribunaux, ok? Quoi de plus normal pour eux, ok? Lui, comme étant, si vous le voulez bien, coordonnateur du collectif des avocats de la Mouka, okay, peuvent facilement saisir les cours et tribunaux. Okay? J'ai perdu un procès récemment ici. Ce n'était pas parce que, comment dire, que les moyens n'ont pas été suffisamment présentés. C'est tout simplement parce que l'autre partie a obtenu gain de cause devant le juge. Et ils n'ont pas tenu compte du visage que je représente aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on me voit, on dit l'union sacrée. Non, ils ont dit le droit. Oui. Okay? C'est-à-dire qu'à ces jours, nous pouvons nous rassurer, okay? De dire que nous pouvons aller devant les cours et tribunaux, obtenir gain de cause, comme ne pas l'obtenir, tout simplement parce que les principes fondamentaux pour qu'un état de droit fonctionne réellement sont là. Les faiblesses, on en a, on en aura, on en connaîtra, mais ce sont les efforts que nous fournissons de part et d'autre. Écoutez, on dit qu'il a... comment dire... ça viendra non, c'est déjà en train de venir. Il a dit ceci, que tout Congolais a le droit de dénoncer un détournement. Ouais. Ok? Je me pose la question de savoir s'il y avait lieu de détournement. Lorsque vous vous retrouvez sur une ligne qui est prévue pour la charroi automobile de membres de la CENI, du bureau de la CENI, ainsi que de toute la CENI, ainsi de suite, tout ça parce qu'on en a besoin, ok? Lorsqu'on va pour acheter, on surfacture qu'il y a eu un détournement. Pas du tout. Ok? C'est-à-dire que, et même la question de la facturation, a-t-on tout simplement prouvé à suffisance, démontré qu'il y a eu cette surfacturation, tout simplement? Non, je l'ai dit, au-delà de tout ce qu'on peut s'entendre, il y a d'autres histoires dont je ne peux me permettre de dire à ce niveau ici. Parce que l'on entend dire que tel concessionnaire aurait été proche de telle ou telle personne, il y fallu aller vers ces concessionnaires-là, mais puisque vous n'y êtes pas allé, je vous fais des problèmes puisque vous êtes allé à un autre endroit. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la surfacturation. Ok, ça n'a rien à voir avec tout ce que l'on peut prétendre de la crédibilité. Moi, je pense que le comportement... Je pense que le comportement... clairement de la surfacturation. Je vous ai dit ceci. Il y fallait, je n'indexe personne, aller vers tel concessionnaire parce que soit son frère ou sa sœur... Là, c'est la CENI. Non. Il y fallu quand même, ne me poussez pas à dire ce dont je n'ai pas besoin de dire ici. C'est-à-dire il y fallu aller vers X, Y, Z. Du BCECO. Ça n'engage que vous. Oh, c'est ça la réalité. Il y fallu aller vers X, Y parce que son frère se trouverait être dirigeante ou gérante de telle ou telle concession. Ok, concessionnaire, en fait, tel concessionnaire qui aurait été bénéfique à une ou X, Y, Z famille, ainsi de suite, tout ça, ok? Mais puisqu'on n'y est pas allé, donc il faut agir d'une certaine manière. Exactement. Moi, je loue ici le courage du président de la CENI. C'est-à-dire que ça démontrait, le message est tout autre. C'est-à-dire que pendant que le président de la CENI était en train de faire son adresse devant la presse, ok? Les virements étaient intervenus. C'est-à-dire, pour le président de la CENI, c'était un moyen de pression qu'il avait, ok, sur le ministre des Finances pour éventuellement qu'il agisse. Pourquoi le ministre devait attendre nécessairement cette sortie médiatique pour éventuellement agir? C'est là où ça devait... L'ordre de paiement a été établi en ces jours-là. Et le vendredi de cette même semaine-là, ok, puisque c'était lundi, vendredi, l'argent est arrivé dans le compte. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est-à-dire que déjà... Du ministre des Finances, non? Pardon? Si je vous comprends bien, les problèmes, c'est au niveau du ministre des Finances. Tirez vos conclusions. Alors, j'étais en train de dire ceci. C'est lundi que le président de la CENI a fait sa sortie médiatique et que vendredi, l'ordre de paiement, de virement est intervenu. L'ordre des paiements d'abord, l'OD qui est venu, l'OP qui est venu du ministère des Finances vers la Banque centrale est arrivé ce même lundi-là, pendant que l'autre était en train de faire sa sortie médiatique. Quelques jours après, l'argent est arrivé dans le compte de... Mais pourquoi seulement ces moments-là? Ce sont des questions que nous devrions nous poser.
au lieu de prétendre. Je reviens à vous, Pinda. Bonjour, le débat demande à Maître Pinda. Il y a beaucoup de messages sur vous. Demande à Maître Pinda. Il a bien dit que selon la loi, l'IGF n'est pas compétente pour contrôler la CENI, mais plutôt c'est la Cour des comptes ou l'Assemblée nationale, alors qui a envoyé l'IGF là-bas. Et quelle est la conséquence de la loi? Je peux répondre à la question. Vite fait, en tout cas. Voilà. L'IGF a été invité par la CENI, ok, à les accompagner. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'IGF n'a pas été envoyé, il y va pour l'accompagner. D'ailleurs, c'est pour qu'il y ait une transparence dans la gestion de la chose publique, c'est-à-dire lorsqu'il y a... c'est-à-dire que l'IGF, à côté de la CENI, jouerait le rôle d'alerte. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une quelconque tentative de l'intérieur, on sait déjà voir pour améliorer les choses. Merci. Déjà, aujourd'hui, la crédibilité qu'a la CENI démontre, plutôt qu'à l'IGF, démontre à suffisance qu'il y a du bon boulot qui va être fait à ces niveaux. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. À chaque fois que je ferai une pause, j'aurai à lire un message. En tout cas, nous sommes en direct, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Je prends Laurent Ochumbe. Vous demandez, vous sollicitez une mission de bons offices de la part de l'ONU. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je voudrais d'abord rebondir par ce que je viens d'entendre ici. Sur la guerre entre deux membres de l'UDPS, il s'agit de Kadima Kazadi et Kazadi Kadima. Tous sont des membres de l'UDPS qui nous offrent malheureusement un spectacle désolant. Parce que vous savez, vous venez de souligner tout à l'heure que l'IGF, selon vous, n'est pas habilité à auditer la CENI. Mais l'IGF n'est pas aussi un cabinet conseil que tout le monde peut appeler. Il a un texte qui organise le fonctionnement de son pouvoir. Il doit se limiter à ça. Ce n'est pas un cabinet d'avocats qu'on appelle pour aider à orienter, à prodiguer des conseils. Non. Toute institution publique a une charge légale et qui doit fonctionner au regard de cette charge légale. Ce n'est pas un quidam qui est en difficulté de fonctionnement. IGF venait m'aider ici. Non, nous ne sommes pas dans un fonctionnement de l'État. Et je comprends parce que tous sont membres d'IDPS. Voilà pourquoi ce spectacle désolant est en train d'être observé. Kramik, nous sommes à une phase extrêmement dangereuse pour la paix dans notre pays. Je ne voudrais pas ici rappeler d'où nous venons. Nous avions connu un hold-up électoral qui n'a jamais eu lieu en Afrique centrale, en 2018. Et nous n'allons pas reculer, nous devons avancer parce que nous avons un rendez-vous important du développement de notre pays. Avec les 5 ans que nous sommes en phase d'épuiser, qui est un véritable gâchis pour ce pays, et un accident de parcours que nous n'allons jamais reproduire, nous devons vite arriver en 2023 pour qu'il y ait de bonnes élections. Alors, la MOUCA alerte l'opinion nationale et internationale, particulièrement le secrétaire général des Nations Unies, qu'il tient à l'œil pour lui dire exactement ceci. Vous savez, nous venons avec les élections de 2018, où la légitimité du pouvoir a été confisquée par un groupe d'humains. Mais parce que nous devons avoir de bonnes élections pour qu'on ait des dirigeants légitimes en 2023 pour impulser le développement du pays. Rien n'est fait jusqu'à présent pour arriver à ce rendez-vous important. Rien n'est fait. Il n'y a pas encore un bureau sérieux de la Commission électorale indépendante. On n'a pas encore amorcé des réformes importantes pour que les lois qui concernent les élections... Vous êtes en retard, vous dormiez... Nous ne sommes pas en retard. Le peuple congolais n'est jamais en retard. Parce que la MOUCA, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais ne peut jamais être en retard. C'est son processus électoral. Comment vous voulez que le peuple congolais soit en retard par rapport à son propre processus électoral? Vous avez des agrégats qui témoignent que la volonté actuelle n'est pas celle d'aller aux élections. C'est comme ça que vous voyez dans la lettre, il est dit que nous avons l'impression que l'état de siège qui a été décrété a comme vocation définitive de soustraire ces deux provinces à l'organisation des élections. Parce qu'aujourd'hui, à l'Ituri et au Nord Kivu, aucun opposant ne dit bon. Vous avez notre membre qui est en prison injustement pour avoir critiqué l'état de siège parce que le nombre de morts par rapport à l'avant de cette période a augmenté crescendo. Et qu'aujourd'hui, les membres de la Lucha sont emprisonnés à Goma et à Beni. Pourquoi? Parce que l'état de siège devient un carnage où on oblige les gens à se taire. Non. Les libertés fondamentales ne sont pas négociables, peu importe les circonstances. Parce que nous avions adhéré à la démocratie et nous voudrions qu'on laisse les gens libres de s'exprimer. Alors aujourd'hui, beaucoup de membres de la MOUCA, de l'ECD, sont emprisonnés. Beaucoup de membres de la Lucha, des mouvements citoyens, sont en prison.
C'est quelle stratégie? C'est pour taire les citoyens congolais qui ont voulu rompre avec le passé de la dictature douloureuse que nous avions connue. Ça, c'est de un. De deux, vous voyez ce que nous venons d'évoquer ici. On ne peut pas avoir des élections s'il n'y a pas une réforme consensuelle de la loi électorale, de la loi portant organisation de la CENI, mais même de la loi organisée à la Cour constitutionnelle. Vous allez organiser les élections, une partie de nos concitoyens qui sont dans des territoires jusqu'à présent qui ne peuvent pas les IDF. Comment ils vont aller élire le président? C'est pour cette raison, nous voulons un président réellement légitime à la tête du pays et que ce président légitime n'arrivera jamais s'il n'y a pas les agrégats qui conditionnent la bonne organisation des élections pour qu'on ait un président qui, en 2023, aura une force de négocier avec leurs homologues. Vous voyez, dans une autre correspondance, comment le président Eli a fustigé l'accord cadre, où beaucoup de gens sont venus ici discuter sur cette question. On va parler, c'est les derniers sujets. Nous sommes totalement, je vais en revenir, nous sommes totalement désavantagés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un pouvoir réellement légitime qui représente les aspirations de la population, parce qu'il n'y a pas les devoirs de redevabilité, parce qu'on ne se sent pas réellement élu par le peuple. C'est ce que nous ne voulons pas reproduire justement en 2023. Nous voulons que ce rendez-vous soit un rendez-vous d'un peuple avec un homme, un contrat social, que le président qui sera installé en janvier 2024 incarne réellement la volonté populaire pour que ce pays, qui est un éléphant à genoux, se relève pour impacter le développement non seulement de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique tout entière. Merci beaucoup Laurent Ochumbe. Alors je prends Maître Richard Mpinda. La MOUC a dit ceci, que les élections que vous allez organiser, si l'ONU n'intervient pas pour essayer un peu une mission de bons offices, il pourrait y avoir des violences post-électorales. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je voudrais tout simplement dire que les violences post-électorales ne représentent rien. Oh. Tout à fait. Mais il pourrait y avoir des morts. Il pourrait y avoir. Dire que des morts ne représentent rien. Je n'ai pas dit que les morts représentent rien. J'ai dit ceci, que la violence post-électorale ne représente rien. Je peux vous prendre le cas des États-Unis par exemple. Vous avez vu avec Joe Biden, dès qu'il a accédé au pouvoir, il y a eu des violences, ok? Mais est-ce que ça a renversé ça a remis en cause la question de la légitimité de celui qui est là? Pas du tout. Mais j'ai aimé au moins un discours qui est sorti de lui, c'est-à-dire que où nous sommes rendus aujourd'hui, nous devrions évoluer. Quand il dit évoluer, je sous-entends que nous avons les acquis que nous avons présentement, ok, et au nom de la République, nous accompagnons et nous allons vers l'avant. Alors, ici, vous savez, nos amis de la Mouka, ils sont dans une perdition telle que, par moment, les rattraper, ça devient peine perdue, parce qu'ils n'ont même pas le cœur disposé à pouvoir évoluer avec nous, malgré que cette prétention, comment dire, a été émise. Alors, il nous a dit une chose, que ils évoluent sur fond d'intention. C'est-à-dire qu'ils vous disent que nous avons l'intention selon que l'état de siège qui a été décrété, c'était pour éventuellement empêcher à nos frères. Écoutez, vous voulez faire un procès d'intention à quelqu'un qui vous démontre à suffisance que ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de ces populations-là. Aujourd'hui, par exemple, avec tout ce qu'il y a eu comme évolution, au nom de la République, vous devriez l'évoquer pour dire que non, à un moment donné, d'ailleurs, comme vous le disiez par vous-même, vous savez, ce n'était peut-être pas sorti de lui, mais d'autres, de la Mouka, qui vous ont dit que Tshisekedi était une étiquette, Tshisekedi ne pouvait rien faire, une étiquette. Mais aujourd'hui que les choses ont évolué, ils n'ont pas changé de langage. C'est-à-dire qu'ils adaptent leur langage à ce qui les plaise. Mais à ce jour, l'état des sièges a démontré à suffisance que nous devrions évoluer sur cette voie-là. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crépitement d'armes. C'est-à-dire que l'objectif premier du pouvoir en place, du régime en place, au nom de la République, parce que si aujourd'hui nous quittons le pouvoir, nous pourrions vous le laisser, après bien sûr 2023, nous pourrions vous laisser, si ce n'était pas moi, si j'ai renoncé à ne pas être candidat, nous pourrions vous laisser à ce moment-là, au nom du principe de la continuité de l'État, vous serez là pour éventuellement continuer avec ce que nous avons. À ce jour, l'État des sièges a produit des résultats et continue de produire des résultats en dépit des faiblesses que nous pouvons. Vous le savez aussi bien que moi, vous parlez des libertés fondamentales qui sont garanties par la Constitution et qui doivent être respectées par tous. Mais vous savez que lorsque nous sommes dans un état de siège, ce n'est pas une invention de Tshisekedi, que les libertés sont restreintes. On ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas avoir des attitudes qui donneraient un coup à cet état de siège-là. C'est pourquoi on dit que vous le faites sciemment, non? Comment ça on fait sciemment?
pour empêcher les gens de s'exprimer librement et clairement? Écoutez, j'ai dit que ce n'est pas une invention de Tshisekedi. Ah d'accord, c'est la Je ne dis pas non plus que, comment dire, la guerre à l'Est, vous voulez me dire qu'elle n'existe pas, ou que l'insécurité à l'Est de la République n'existe pas. Elle est là. Si vous dites sciemment, c'est-à-dire que l'on refait dans le sens de violer toutes les règles qui existent dans ce pays, non pas du tout. Nous les faisons en vertu de loi de la République. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'insécurité qui, aujourd'hui, 27 ans, il faille à ce que nous puissions apporter une solution adéquate. C'est-à-dire que la solution que nous avons estimée être la meilleure, raison pour laquelle nous avons décrété l'état de siège. Et cet état de siège est en train de produire ses fruits. Aujourd'hui, par exemple, vous avez on peut dire une accalmie au Nord Kivu, à l'Ituri, il faut encore y aller. Aujourd'hui, les mécontentements de Kagame, si vous suivez très attentivement... Les agitations de Kagame. Tout à fait. Ce qui démontre à suffisance que Kagame n'est pas content. Hier, on nous a condamnés. D'ailleurs, il ne cessait de me pointer du doigt pour dire, mais le frère du président Tshisekedi, le ceci, ainsi de suite, tout ça. Aujourd'hui, les Congolais, tous autour du président de la République, nous devrions nous retrouver pour éventuellement l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, l'attitude de Kagame, hier, Kagame par exemple, il pouvait sortir dans le média pour éventuellement dire, écoutez, il menaçait ouvertement la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, c'est pourquoi ce n'est plus le cas. Mais tout il menace également d'entrer chez nous sans autorisation. Est-ce qu'il a dit entrer en République démocratique du Congo? C'est le nom dit de son discours. Mais en fait, c'est ça le problème. Mais hier, il le disait sans embâche. Il pouvait le clamer tout haut pour dire que non, je veux vous agresser. Je veux faire ceci à la République démocratique du Congo. Parce qu'il avait un répondant. Et aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'avec la stratégie qu'avait mise en place le président de la République, qu'il est en mauvaise posture. Si Kagame s'agite, c'est parce qu'il a peur, il aurait peur de l'état de siège, ou bien il s'agite parce qu'il a vu l'Ouganda être avec nous? Non, aujourd'hui, nous devrions nous dire une chose. La stratégie du président de la République a consisté d'abord à approcher l'adversaire de la République, l'indexer, faire voir à tout le monde le problème, c'est Tshisekedi. Et aujourd'hui, lorsque vous avez des alliés, puisqu'ils le savent, nous avons été infiltrés à un certain niveau, tel qu'ils connaissent comment fonctionne l'armée. Il faut aller en appui. Nous sommes allés vers les alliés. Il n'y a pas que l'Ouganda, il y a aussi l'Angola. Vous avez aussi la République du Congo. Ici, vous avez... D'ailleurs, il faut se le dire, à un moment donné, le président burundais avait même refusé de se retrouver au mini-sommet avec le Rwanda, parce qu'il a dit, je ne peux pas aller avec mon bourreau, me retrouver et discuter. Nous allons discuter de quoi? Parce que nous savons c'est lui. Et aujourd'hui, tous ces mondes-là, se sentant, comment dire, insécurisés par le Rwanda, ils se sont ligués. C'est-à-dire qu'à ce jour, le Rwanda, c'est ça, menacé. Et alors, si nous en sommes arrivés à ce point-là, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une stratégie, une politique qui a été mise en place. Ces politiques, c'est pas Tshisekedi, c'est la République. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, mon frère de la Mouka, nous tous, nous devrions, en principe, nous serrer les coudes pour dire que non, l'option qui a été levée produit des fruits, va dans le sens de sécuriser nos populations. J'ai besoin de me retrouver, moi, en Ituri. J'ai besoin de me retrouver au Nord Kivu. Et au nom de la République, je me retrouve là-bas, je me présente comme candidat ou que je puisse m'étendre facilement. Merci beaucoup, Richard Mpinda. Ndeko journaliste, Batuya Lamuka, Atatotie Prince Penge, président Yasseni, Bagoti Kalakara Kondimate. C'est-à-dire, il faut oser la moté, mamabe, état de siège et produire et l'autre côté selon Bango, Batika politique, Yamotema, mabe. Tu vois, on dit que même si on vous placez vous là, à la tête de la CENI, il faut lui dire que nous avions gagné les élections avec Nang à la tête du pays, mais les instruments mis en place ne nous ont pas donné raison, parce qu'il y avait un complot. C'est ce complot que nous ne voulons pas que ça existe. Il faut dire à ces téléspectateurs. Mais maître, on prend la question sur les mécanismes de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba. Félix Tshisekedi à la tête pour 12 mois. Vous, dans votre correspondance à l'ONU, vous dites qu'il y a beaucoup de limites dans cet accord et vous soulevez le point que les pays ont décidé, les signataires, qu'ils ne puissent plus avoir l'incursion d'autres pays, des pays signataires dans les pays voisins, mais jusqu'à présent, le Rwanda, vous soulevez les cas du Rwanda, l'Ouganda qui nous attaque toujours. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Félix Tshisekedi à la tête, il pourrait y avoir maintenant l'application totale de cet accord cadre d'Addis Abeba? Non, Félix venait de diriger l'Union africaine.
vous avez vu que rien n'a marché, c'est parce qu'à l'interne, rien ne marche. Vous n'allez pas exporter ce que vous ne disposez pas. Si à l'interne, Félix Tshisekedi a démontré la faiblesse, les limites de son leadership, ce n'est pas à l'international ou à la régionale qu'il va faire quelque chose. Je rappelle ici, parce qu'on a parlé tout à l'heure des élections de gouverneurs, ma province, le Sankourou, n'a jamais un gouvernement provincial depuis 2018. Il est là à la tête du pays. Il a fait parachuter un quidam de l'Europe qui est membre de l'UDPS, qui n'a aucun député provincial pour l'imposer gouverneur là-bas. Il n'a rien fait. Nous sommes là 3 ans et demi sans un gouvernement provincial. Vous pensez qu'on a un leadership sérieux à la tête du pays? L'Assemblée provinciale qui récuse à tout moment les... Non, mais Kabila, avant de partir, a fait une réforme. N'oubliez pas de la Constitution, où il donne le pouvoir au président de la République de dissoudre l'Assemblée provinciale, de démettre un gouverneur. Qu'est-ce qu'il attend pour mettre de l'ordre chez nous? C'est ça qu'on appelle faiblesse ou absence de leadership. Et lorsqu'à l'interne, on ne sait pas résoudre une question provinciale, on l'a vu ici au marché central, venir lui-même. Jusqu'à présent, on a déposé même pas une simple brique. Donc, la limite qu'il a sur le leadership a impacté la gestion normale à l'interne. Il ne fera rien à l'international. Alors, nous avions fustigé quoi? Cet accord, nous l'avions toujours souligné depuis longtemps, qu'il comporte énormément de faiblesses. Parce qu'il faut faire jaser les prétextes. L'Ouganda, le Burundi et le Rwanda disent que s'il y a une sécurité en RDC, c'est parce que nos opposants armés abritent les forêts du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est ça le prétexte. Parfois, ils font des incursions pour venir traquer ces gens-là. Voilà pourquoi cet accord, par exemple, a prôné à ce qu'il y ait des réconciliations nationales dans tous ces États-là pour permettre à ces prétextes-là de se ôter. Parce que s'il y a réconciliation nationale, ces gens vont partir. Dans tous ces pays-là, rien ne s'est fait. C'est pourquoi on n'a pas de déséquilibre. Il y a absence de l'homéostasie dans cet accord cadre. On n'impose que des obligations à la RDC. On n'impose pas des obligations aux États voisins. Je vous ai dit qu'en Ituri, il n'y a pas une industrie des armes en Ituri. Il n'y a pas l'industrie des armes au Nord Kivu. D'où proviennent ces armes? Alors que dans l'accord cadre, il a dit que tous les pays s'engagent, n'est-ce pas, à empêcher la collaboration avec des groupes armés. Mais ces armes transitent par quelle frontière? C'est par les pays voisins. C'est par notamment un pays que M. Tshisekedi appelle son ami. Et si ton ami facilite les groupes armés à égorger nos mamans, à enterrer nos enfants vivants, comment vous continuez à l'appeler ami? Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut un leadership sérieux à la tête de ces pays. Et nous avions rappelé que cet accord cadre est totalement déséquilibré. Mais la vocation doit être celle-là. Parce que nous ne pouvons pas avoir un accord où nous sommes le seul pays à avoir des obligations et les autres pays qui sont présumés agresseurs n'ont aucune obligation. Et on doit inclure quoi de plus? Soit on doit... Mais ces obligations, non, il faut qu'il y ait des observateurs des Nations Unies qui doivent suivre l'application de cet accord. Depuis que ces observateurs sont partis, vous voyez, ça stagne. Parce qu'il n'y a personne qui fait pression sur le pays voisin, qui accompagne ces groupes armés, notamment à pouvoir faire entrer les armes dans notre pays, et qui leur assure l'impunité. Voilà pour cette raison, nous avions souhaité, par cette correspondance-là, appeler les dirigeants du monde à un peu plus de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est la RDC qui est victime de cette agression de ces groupes armés, dont il a été démontré l'apport substantiel de ces pays co-signataires de l'accord cadre, qui aujourd'hui a démontré suffisamment ses limites. Donc, à défaut d'avoir des mécanismes sérieux de suivi de son exécution, il faut les réformer pour que les obligations, n'est-ce pas, doivent incomber à toutes les parties prenantes, de telle sorte que finalement les rendez-vous de la paix soient une réalité. Merci beaucoup, Maître Laurent Tshoumbé. 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements sur l'évaluation du dit accord cadré. Richard Mpinda Félix Tshisekedi dirige maintenant ces mécanismes avec beaucoup de conflits. Est-ce Félix Tshisekedi serait capable d'en finir avec ces conflits au sein de la sous-région, dominés par des incursions à gauche, à droite, des groupes armés? Je pense qu'il en est capable, il en a fait preuve, et à ce jour, nous pensons qu'il doit continuer sur cette voie-là. Est-ce une charge de plus? Non, c'est pas une charge de plus. C'est pas une charge de plus. C'est pas une charge de plus. Mon estimé confrère, je ne cesserai de le dire. Donc, je sais qu'il y a une très bonne entente. Maître Laurent Tshoumbé, mon ami. Vous savez, il faut revoir l'histoire de ce pays. Lorsque vous dites que le mouvement rebelle contre les États tels que l'Ouganda ou le Rwanda, et le Burundi, j'ai l'impression
il faut revoir encore l'histoire de ce pays. Il faut revoir l'histoire du Grand Lac. Puisque lorsque vous y allez, on vous dit c'est depuis 94. Et 94. Ok? Depuis 94. Alors, en 94. Oui, 1994, les militaires sont entrés ici. Aujourd'hui, on parle de 26 ans, 27 ans, 28 ans. Ok? Prenons l'hypothèse, un militaire qui arrive à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, il a 50 ans. C'est-à-dire qu'il ne fera plus la guerre de la même manière. La performance ne serait plus la même. C'est tout simplement pour souligner et dire ceci, que l'objectif de la présence des ADF a changé. Ce n'est pas en vain que le monde a décidé que, au lieu qu'ils soient des mouvements rebelles, qu'ils cessent pour devenir des mouvements terroristes. Parce que l'objectif a changé. Curieusement, lorsqu'on fait la guerre, c'est en République démocratique du Congo qu'on fait. Y contrôle les territoires ou en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez réellement que les ADF peuvent constituer ou constituent une menace pour le Rwanda, pour l'Ouganda ou pour le je vois des prétextes de ces États. Je peux évoluer. Mais lorsque vous dites des prétextes, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez des prétextes. Mais comment arriver à mettre fin à ça? Il faut amener le monde à comprendre que ce qui arrive, c'est une traquenard organisée par le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite, pour éventuellement, comment dire, continuer à insécuriser l'Est de la République, puisque l'insécurité à l'Est de la République profite à l'Ouganda, profite au Rwanda, profite au Burundi. Mais lorsque, à ce jour, que le président ougandais, n'étant plus en odeur de sainteté avec les États-Unis, peuvent se servir, nous pouvons nous servir parce que nous avons le privilège, nous avons un partenariat privilégié avec les États-Unis et que nous pouvons nous en servir pour entretenir de bonnes relations et nous servir de sa force, éventuellement pour, comment dire, mettre fin à cette affaire-là. Mais pourquoi ça ne nous arrangerait pas? Aujourd'hui, nous le savons tous, que le problème de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda a été indexé. Aujourd'hui, le Rwanda a été isolé. Aujourd'hui, nous constatons tous qu'au jour d'aujourd'hui, même avec cet accord ici, mais lorsque vous le dites qu'il faut que les Nations Unies, lorsque vous dites qu'il faut X, Y, mais ils sont là. Ils sont là. Vous avez même vu la présence, il y fallu que le secrétaire général des Nations Unies soit là, mais c'est le secrétaire général adjoint en charge de la sécurité qui a été là. C'est-à-dire que nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes accompagnés par ces structures que vous appelez qui existent déjà. Raison pour laquelle je vous prierai, très cher estimé confrère, je connais votre intelligence, je connais les niveaux que vous avez de pouvoir aider Martin Fayulu réellement, de ne pas écrire pareille lettre sans toutefois se référer aux textes qui existent, parce qu'ils sont là pour accompagner et ils font la surveillance, si vous voulez bien, qui permettent à ce que l'on puisse savoir ce qu'il y en est. Au jour d'aujourd'hui, vous l'avez dit, les mécontentements, excusez-moi, je vais chuter pour dire ceci, vous allez poser votre question, je ne chute pas pour ne plus parler, pour que vous posiez votre question, ok. En fait, je disais que au jour d'aujourd'hui, le Kagame a été indexé, et au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on parle par exemple de l'aéroport de Bogo, ok, qui servait hier des ravitaillements par le Rwanda, ok, des mouvements rebelles, ADF, ainsi de suite, tout ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on va dans les ADF, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement le Rwandais, il y a les Ougandais, il y a les Tanzaniens, il y a tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Ce qui démontre à suffisance que la donne a changé. Et quand on dit que lorsque la donne change, la politique aussi change. C'est quoi votre question? Mais Pinda, d'où viennent ces failles que l'on constate dans cet accord cadre d'Addis Abeba? Pourquoi d'autres pays ne respectent pas cet accord? On parlait du Rwanda, les Rwanda, Ouganda et les Burundi. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que j'ai aimé qu'ils disent que c'était un prétexte, une supercherie qui avait été montée par les autres. Nous n'avions pas un gouvernement responsable. Donc les envies étaient tournées pour, je dis bien pour, et dans l'intérêt de la République, ce qui a favorisé le Rwanda de se comporter. Je vous ai dit tout à l'heure que le Rwanda avait un répondant en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que la stratégie, tout a été monté par pièces. Aujourd'hui, on a reproché à un moment donné à Tshisekedi de se retrouver. Oui. Non, mais il faut qu'on se le dise. Le pays, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une zone tampon qui va de Mobutu, ça saute Kabila inexistant pour arriver à Tshisekedi. Non, pas du tout. Il a fallu que Kabila gère. Lorsque nous nous référons à cette gestion-là, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas né aujourd'hui dans cette chaîne ici comme journaliste. C'est-à-dire que vous avez commencé quelque part. Mais vous ne pouvez pas non plus oublier ce que vous avez fait. Il est là. Il a commencé à un moment donné, avocat stagiaire dans un cabinet de monsieur XY. Aujourd'hui, il est patron dans un cabinet d'avocats. Merci beaucoup. Ce qui démontre à suffisance que nous ne pouvons pas ignorer notre passé. Des cabinets, Voilà, je disais que au jour d'aujourd'hui, ok,
on ne peut pas prétendre ignorer notre passé pour éventuellement prétexter quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous sommes partis quelque part. Et nous devons toujours, nous allons le faire. C'est lui qui viendra après nous, ok? Si ce n'est pas moi, c'est peut-être Laurent Ochoumbe, mais je ne pense pas que ce soit Martin Fayoulou. Alors, ça sera juste... Arrêtez de faire rire. Merci beaucoup. Alors, je dis... Bon. S'il vous plaît, Binda, je pose une question qui nécessite de l'expertise à vous deux. Vous êtes juristes, vous deux. Comment expliquer que François Béa puisse faire plus de 2 semaines, en temps de 3 semaines, au sein de l'ANER? Ça s'explique par quoi? Par le caractère dictatorial du régime actuel. Parce que vous savez qu'à l'ANER, nous avons des officiers de police judiciaire. Et que la loi à la matière veut que lorsque un OPJ interpelle un citoyen, il n'a que 48 heures pour faire son travail. Et lorsqu'il épuise les 48 heures, il doit transmettre le dossier à l'officier du ministère public. Mais c'est qui doit continuer son travail. Pour François Béa. Mais toute matière sensible doit être reconnue par la justice, malheureusement. Donc, les matières sensibles ou non sensibles, lorsqu'on interpelle un citoyen, mais c'est pour faire des enquêtes. Quand on fait des enquêtes, entre un OPJ et un magistrat, qui est plus outillé pour faire des enquêtes? Il y a plein de magistrats qui sont du service, qui sont aussi agents qui maîtrisent les rouages sécuritaires. Ce n'est pas Maître Mpina qui va me contredire. Donc, un OPJ, c'est les bras du magistrat. Et à l'ANER, vous avez des OPJ. Lorsqu'un OPJ interpelle un citoyen, s'il mène ses enquêtes et s'il n'arrive pas au bout dans 48 heures, il doit acheminer cet inculpé-là devant le ministère public, et parce que le garde à vue, c'est 48 heures. Alors, quand vous détenez un citoyen plus de 48 heures, c'est l'illégalité. Et donc, pour moi, c'est le caractère dictatorial du régime qui impose à ce que ce citoyen qui a servi la République soit détenu plus de 48 heures ou l'être acheminé auprès de l'officier du ministère public qui doit étoffer éventuellement son enquête afin de le mettre à la disposition du juge, de son juge naturel, lorsqu'il estime éventuellement qu'il y a des charges suffisantes qu'il va défendre devant le juge pour qu'il obtienne sa condamnation. Et dans le cas contraire, il met fin. Vous pensez que c'est politique? Bon, n'étant pas dans le secret de l'instruction, je ne peux oser d'affirmer que c'est de la politique ou non, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a violation flagrante des textes qui régissent notre République. Maître Richard Mpinda, il y a violation. Hormis par lui le fait est d'évoquer qu'il s'agit là du caractère dictatorial, ok? Je suis d'accord sur le principe. Ah d'accord. Ok, d'accord. Je suis d'accord sur le principe qu'il faille 48 heures, qu'il faille être déféré, qu'il faille tout ce qu'il a dit, hormis, j'insiste, qu'ils disent qu'il s'agit d'un caractère dictatorial. Mais je voudrais aussi dire à mon estimé confrère, il a évoqué les principes. Nous, en droit, nous disons qu'à côté des principes, il y a des exceptions. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'exception voudrait ici, dans ces cas, qu'il soit maintenu tel quel. Mais pourquoi l'exception? Pourquoi l'exception? Parce qu'il s'agit des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'à ce jour, si ces coups tentés auraient réussi, nous ne serions peut-être pas en train de parler tel quel. Exactement. Parce que l'on aurait, comme on dit, tabula rasa, tout ce que nous avons connu comme évolution à ce jour aurait été rendu à néant. Okay. C'est-à-dire que la dimension du coup, la technicité de la question dont évoquée dans ce comportement-là requiert à ce que les services de renseignement s'attardent encore davantage dessus. Ok? Raison pour laquelle j'ai dit, ça prendra le temps que ça prendra. Oh. Je vous ai dit que situation spéciale, règles spéciales appliquées. Ok? Donc il ne me contredirait pas. Il ne me contredirait pas. Vous savez, lorsque je suis en face de cet homme, je constate que, vous savez, si vous êtes en face de lui, ok, vous devez aller à son niveau. Il vous évoque les principes. Il ne fait même pas mention de l'existence de l'exception. Je ne dis pas qu'il en ignore. Il sait que les exceptions existent. Il dit, parce qu'il a sa casquette politique, il vous dit, si j'osais évoquer l'exception qui existe par rapport à cette règle-là, ok, ben écoutez, je pourrais empiéter sur ma qualité de politique. Il le sait, voilà. On finit une minute et puis j'ai conclu. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population? Non, moi j'ai des choses à dire à la population.
que ce soit des questions sécuritaires ou non, nous sommes une république. Nous devons nous abandonner aux lois. Nous devons nous abandonner aux lois. Je sais que ce n'est pas un exercice facile de respecter les textes légaux, comme je l'ai évoqué. Nous avons convenu, nous avons des textes. Quand un gouverneur n'est plus, il y a un délai pour organiser son élection. Il faut le faire. C'est une contrainte. C'est ça l'état de droit. Quand un citoyen est interpellé, cette exception qu'on évoque n'a pas de base juridique. Donc, on se réfère au texte, les magistrats peuvent faire des enquêtes. Alors aujourd'hui, nous sommes à un tournant très décisif pour l'avenir de notre pays. Nous sommes à pratiquement moins de 2 ans de l'organisation des élections générales et que l'Union sacrée n'ayant pas un bilan à présenter demain à la population, évoque des moyens dilatoires. Il veut dilater le processus électoral pour qu'à fin de compte, nous obliger à des dialogues que nous n'allons pas accepter. Voilà pourquoi nous avions sonné la sonnette d'alarme depuis le mois de février 2019 que nous devons s'empresser à des réformes conséquentes et il n'est pas trop tard pour bien faire. Les dialogues ou les échanges que nous voulons, peu importe la terminologie qu'on va coller à cette démarche, l'essentiel c'est de trouver un compromis sur les textes légaux qui organisent les élections, de telle sorte qu'en 2023, on n'ait pas un prétexte et que ces élections seraient justes pour qu'on ait un président réellement légitime qui va peser dans les concerts des nations pour sortir de notre pays du bourbier auquel il s'est engouffré aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Laurent Ochoumbe d'être passé. Maître Mpinda, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui attend toujours le président de la République à l'œuvre? Écoutez, ça c'est une question tellement orientée, mais ça risque de bon, en fait, je voudrais chuter. Je veux dire à la population ce qui suit. Les présidents légitimes, nous l'avons déjà. Ok? Les présidents Tshisekedi, il est là, il est légitime. Ok. Je pose une question comme ça en passant. Le président de la République, selon mon ami Ochoumbe, ne serait pas légitime. Ok? Mais quelle valeur donnerons-nous aux élections organisées en 2023? Ce n'est pas lui qui organise les élections, c'est la CENI. S'il vous plaît. Non, mais c'est une et les agents de la CENI ont été nommés par... Ils ne sont pas nommés. C'est pourquoi j'ai parlé d'un bureau irrégulier. La fraude... Mais la fraude. Merci de le dire. Alors si nous étions dans votre logique, excusez-moi s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. La théorie de cher ami Ochoumbe, la théorie de cher ami, vous n'oubliez pas cette théorie. Les dogmes, cher ami Ochoumbe, l'opinion nous regarde. Oui, elle nous regarde. Ok, prenons l'hypothèse, le président Tshisekedi illégitime, la CENI illégitime. Ok, ils organisent les élections. Ok. Et que Martin Fayoulou élu président de la République. Quelle valeur on donnerait à Martin Fayoulou? Deuxièmement, s'il vous plaît, cher ami Ochoumbe, cher ami Ochoumbe. Alors, je chute pour dire ceci. Vous savez, cher, ce n'est pas à vous que je m'adressais, hein, vous m'aviez amené vers vous. Moi, je m'adresse à l'opinion. La population doit retenir au-delà de ça que la République, c'est notre affaire à nous tous. Nous devons observer le point positif, ok, critiquer celles qui sont négatives, mais en faisant des propositions. Et ce sont les propositions qui permettront à ce que le Congo évolue. Je vous prends un cas pratique. Lorsque la paix revient à l'est de la République, ok, est-ce seulement les proches de Tshisekedi ou ceux qui ont voté Tshisekedi qui vont en profiter ou que ça sera tous les Congolais? Moi j'en appelle, je ne cesserai de faire ces discours ici, je demanderai à toute l'opinion, à tous les Congolais, oui les faiblesses il y en a, il faut le relever, il faut faire des propositions pour le Congo aille de l'avant et surtout, il faille à l'opinion. C'est-à-dire que vous Congolais, vous tous Congolais partout où vous êtes, d'ailleurs j'ai aimé le comportement de nos compatriotes, de nos compatriotes au sommet UE-UA, ok, à démontrer à suffisance que chacun doit jouer son rôle pour éventuellement permettre au pays d'évoluer. Merci. Et pour conclure, je chute définitivement en disant tout simplement, lors de ces interventions-là ou des manifestations de nos compatriotes de la diaspora, ok, j'ai beaucoup apprécié parce qu'ils ont appréhendé la quintessence même de la politique du président de la République et en le soutenant. Beaucoup s'en est fini, plusieurs messages, mais j'ai fini. Toutes nos excuses pour les gens qui ont écrit que les messages n'ont pas été lus ici. Merci beaucoup à Réveil, merci beaucoup à Louison, merci à Yadjo, merci Emmanuel, merci Fia Lungela. Permettez, monsieur Gramik, d'intervenir hors les sujets. Je vais juste profiter de la présence de Maître Mpinda en sa qualité de porte-parole de l'Union sacrée. Mais vous qui côtoyez les DG
et que vous pourriez dire au DG de la DGI pour la prise en charge temporaire des temporaires qui ont fait plus de 8 ans, de 8 à 10 ans. Est-ce que cela n'est pas dans les bilans du président? Les cas de la DGI, il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de messages que je reçois chaque jour. Je ne sais pas. Qu'est-ce que fait les DG de la DGI? Parce qu'il y a beaucoup de temporaires qui se plaignent, ils ont fait plus de 8 ans. Non seulement les DG de la DGI, il faut aussi voir le responsable du ministère du Travail. Exactement. Puisque les conditions doivent changer, en fait. Et public aussi, on pourrait essayer de... Merci beaucoup à vous tous. Ça en est fini pour aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Belgodor. J'ai fini par là. Belgodor Mutombo, notre preneur de vue. Merci également au DRH. Toutes nos condoléances au DRH. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Abonnez-vous très massivement. Vous allez suivre l'émission en intégralité. Ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le prochain direct à 11h juste. La rediffusion 22h juste et 1h juste aux antennes des Perfect Télévision. Merci beaucoup. Votre fidélité nous réjouit. Je suis Camille Légan, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Merci également.